Un garçon traversa le plateau désert, les cris furieux de sa belle-mère résonnant dans la voiture cabossée derrière lui. Il fondit en larmes, le goût amer de la peur sur sa langue, jusqu'à ce qu'un inconnu surgisse de nulle part, un homme fortuné, le regard fixe, qui le prit dans ses bras. Bientôt, promit sa voix, douce et suave comme du miel, ce ne sera plus pour longtemps. Nous serons bientôt ensemble. La main gantée de Lorraine Bennett se raidit autour du haut-parleur tandis qu'elle s'adossait au coussin usé. La dentelle de sa manche flottait dans la brise tiède qui s'infiltrait par la fenêtre ouverte, apportant un parfum de terre sèche. Dehors, les collines ondulaient en vagues chauffées par le soleil, la prairie n'étant plus qu'un pâle flou s'étendant à l'infini. En face d'elle, Noah Bennett était assis droit comme un piquet sur les 3 bancs. Ses petites mains serraient un cadre en bois enveloppé d'un tissu blanc, dessous se trouvait la photographie d'un homme, aux angles adoucis par le temps. Les yeux du portrait délavé étaient doux, la bouche bienveillante mais résolue, comme pour inciter le garçon à rester immobile. Lorraine ferma le klaxon avec un claquement sec. Noah, aboya-t-elle d'une voix froide comme le vent qui répandait la poussière sur la route. Prends tes affaires. On arrivera en ville à la tombée de la nuit, et je ne te laisserai pas me faire honte. Mais le regard de Noah ne quitta pas la photo. Avec une détermination silencieuse, il essuya une tache de poussière dans un coin, avec précaution et précaution. Sa mâchoire se crispa, mais sa prise demeura ferme. Finalement, Lorraine perdit patience. Elle lui arracha le cadre des mains, il heurta le sol avec un bruit sourd et ouvrit brusquement la portière. Dehors, ordonna-t-elle. Prends tes affaires et va-t'en. Noah se leva lentement, serrant la photo contre sa poitrine. En redescendant, Lorraine jeta son sac en tissu par terre, répandant des vêtements, un harmonica cassé et un mouchoir cousu main, brodé du mot « Papa ». Le vent emporta le carré pâle, le soulevant comme un oiseau blessé. « Tu n'es qu'un fardeau », cracha Lorraine sans se retourner. Du siège avant, Silas, son mari, se tortillait sur sa selle de cuir usé, un sourire narquois aux lèvres. « Les enfants devraient apprendre tôt, personne ne vous doit d'amour. » La voiture avança en titubant, les roues soulevant la poussière. En quelques instants, le bruit des sabots se dissipait dans le silence du ciel. Noé se figea, regardant le mouchoir tomber et dériver. Ce n'est que lorsqu'il vacilla au bord du fossé qu'il bougea, le récupérant à 2 mains prudentes et le pressant contre sa poitrine. Un long silence s'installa sur la plaine, interrompu par un craquement de sabots au loin. Un grand cavalier émergea à l'horizon, le pelage blanchi par le soleil, le chapeau bas, le regard perçant, sans pitié ni pitié, seulement une présence. Sans un mot, il guida son rouan sombre plus près, mit pied à terre et marcha droit vers le garçon. Noé resta assis, serrant son trésor contre lui. L'étranger s'arrêta à quelques pas, les mains sur sa ceinture. « Quelqu'un t'attend, mon fils » demanda-t-il. Noé secoua la tête, les yeux fixés sur la poussière. L'homme s'agenouilla, d'une voix basse comme la fumée d'un cèdre. « Comment t'appelles-tu » Noé, murmura le garçon. « Eh bien, Noah, dit l'étranger en se levant, désormais, tu n'es plus seul. » Ces paroles étaient d'une certitude plus chaleureuse que la gentillesse. Il tendit une main calleuse. Noé hésita, les yeux rivés sur le ciel sans fin, puis glissa le mouchoir dans la poche de sa chemise. Il tendit la main et l'homme l'aida à se relever. Ensemble, ils montèrent en selle. Alors que le rouan s'éloignait, la petite voix de Noah revint, « Comment t'appelles-tu » Elias Granger, fut la réponse. Noah ne sourit pas, mais ses épaules s'affaissèrent de soulagement. Le silence les enveloppa comme un manteau tandis qu'ils chevauchaient sous un ciel aux teintes rose pâle, le vent murmurant dans les hautes herbes. Ils suivirent le sentier sinueux vers Red Rock, où une lampe solitaire brillait sous l'auvent d'un porche. De la cuisine, un cliquetis de casserole s'échappa. Une femme Ruth Velasquez apparut, une serviette sur l'épaule, un bol à la main. Sans un mot, elle posa le bol devant Noah. « Lave-toi » dit-elle d'une voix douce et simple. Puis elle se retira à l'intérieur. Noah baissa la tête, de la vapeur s'échappait de la surface de l'eau. Billy Myers passait tranquillement à cheval, son chien haletant à ses trousses. Sans ralentir, il lança une pomme verte à Noah. « Bienvenue au bout de la route, gamin » cria-t-il en s'éloignant. Noé mordit dans la chair croustillante, regardant la poussière tourbillonner tandis qu'Elias guidait le chariot vers le ranch. Il prit une profonde inspiration, laissant le moment s'installer dans sa poitrine, un nouveau départ peint sur la vaste plaine ouverte. Il ne toucha pas au repas. Elias, silencieux et posé, guida le garçon dans le long couloir.
Le plancher soupirait sous leurs pas, grinçant de douces notes persistantes qui résonnaient dans le silence. L'air transportait de faibles murmures de fumée de bois et de vieux livres, teintés d'une pointe plus vive, peut-être l'odeur piquante d'un encaustique au citron, ou peut-être simplement le poids d'années non dites. Ils s'arrêtèrent devant une porte close. « C'est à toi », dit Elias en l'ouvrant avec une fermeté douce. À l'intérieur, la pièce était petite mais impeccablement rangée, un lit simple drapé d'une courte pointe à carreaux, une commode avec 2 tiroirs vides et une simple chaise en bois inclinée vers la fenêtre. Le parquet en pin exhalait encore le doux parfum de la sève fraîche. Sur la table de chevet reposait un verre d'eau et une lampe éteinte au pied en laiton terni. Noah entra, pieds nus, son regard balayant d'un coin à l'autre, comme s'il cartographiait l'espace par ses formes plutôt que par ses détails. Il se déplaçait lentement, le corps hésitant, tel un oiseau qui teste ses ailes. Elias s'attarda un instant solennel dans l'embrasure de la porte, puis reporta son attention sur la porte d'à accent grave côté, dans le couloir. « Elle dormait ici », murmura-t-il d'une voix douce et distante, presque comme une conversation avec les murs eux-mêmes. Noah leva les yeux, mais ne demanda pas son nom. Elias hocha simplement la tête une fois de plus, puis tourna les talons et sortit, laissant la porte se refermer derrière lui. Dehors, Pete était assis sous l'auvent du porche, sculptant un bloc de chêne avec un soin méticuleux. Son couteau mordait le bois par coups réguliers et mesurés, comme si la forme intérieure avait toujours attendu là, attendant seulement que sa main la libère. Quand Ruth passa, il ne leva pas les yeux. « Ce garçon, il me dit quelque chose », grommela-t-il, ses mots rauques comme du gravier imbibé de vieux tabac. « Le chagrin fait que tous les enfants se ressemblent », répondit Ruth sans s'arrêter, son pas doux sur les marches en bois. Cette nuit-là, un vent se leva juste après minuit faible mais vif, s'aidant se faufilant par les fentes des fenêtres et sous chaque porte. Noah était allongé sur le côté, encore tout habillé, la couette drapée sur lui mais jamais bordée. Ses yeux restaient ouverts, fixés sur le plafond sombre, comme s'il écoutait la maison elle-même son faible gémissement, non pas de délabrement, mais d'endurance patiente. Ses doigts parcoururent le bord d'un mouchoir caché sous son oreiller, tâtant la délicate broderie comme du braille. Quelque part en bas, une planche craqua, puis le silence. Un seul coup de cloche marqua l'heure une seule fois. Noah expira doucement, non pas par soulagement ni par abandon, mais simplement pour se rappeler qu'il existait encore. Au-delà de la grange, un coq chanta timidement, puis se tut, incertain si le jour qui s'annonçait méritait sa voix. Une fine brume s'accrochait aux auges et aux poteaux de clôture, comme un souvenir refusant de se dissiper. L'aube à Red Rock arriva sans tambour ni trompette, le cliquetis d'un seau métallique contre une pompe, le doux sifflement de l'âtre de la cuisine, le murmure des feuilles agitées par le vent du verger. Dans la cuisine, Ruth versa de l'eau chaude dans une bassine posée à côté d'un savon à gros grains et d'une serviette pliée. « Viens ici », appela-t-elle. Noah entra, pieds nus et hésitant, sa chemise trop grande, son col de travers. Elle ne répéta pas l'invitation, se contenta de désigner la bassine, puis se retourna pour cuisiner. D'un geste hésitant, Noah se lava les mains, puis prit la serviette. Ruth la lui tendit fermement, sans chaleur avant de placer devant lui un bol de porridge de maïs fumant, accompagné d'une cuillère en bois brut. Il tint la cuillère comme si elle risquait de le blesser, ne remuant la surface qu'une seule fois avant que la voix ne retentisse, « Mange. »« Je ne te demande pas de parler, » ajouta-t-elle doucement. « Juste de manger. » Noah hocha la tête et mangea en silence. Ruth cassa des œufs dans une poêle, d'un geste précis et assuré. Elle avait vu des enfants se réfugier dans le silence tels des fantômes, certains ressuscités par le temps, d'autres à jamais perdus, et elle ne se donna pas la peine de deviner lequel d'entre eux serait Noah. Le salut bourru de Billy parvint par la porte moustiquaire, « Bonjour. » La maison est toujours debout, personne n'a mis le feu au coq. Ruth leva les yeux au ciel, mais ne dit rien. Billy se baissa à nouveau dehors. Noah hésita à propos de sa cuillère, puis osa, « Billy ?»« Billy Myers », répondit Ruth depuis le fourneau. Il fait plus de bien qu'il ne l'admet, et plus de bêtises qu'on ne le lui demande. Les lèvres de Noah tressaillirent en un sourire. Il termina son porridge, s'essuya la bouche et suivit Billy jusqu'à la grange. À l'intérieur, une odeur de foin, de cuir chauffé par le soleil et de bois vieilli l'accueillit. Les chevaux soufflaient doucement dans leur stalle, agitant la queue pour chasser les mouches errantes. Billy se tenait à côté d'un hongre rouan, lui brossant le flanc d'une main, une tasse de café dans l'autre. « Prends une brosse », dit-il en désignant d'un signe de tête un ensemble d'outils. Aucune instruction ne suivit, seul un silence plein d'attente. Noah obéit, ses coups hésitants au début,
trouvant bientôt le rythme tandis que le cheval se penchait vers lui. « Tu as déjà fait ça ?» demanda Billy. « Non, » murmura Noé. « Tu t'en sors bien ?» répondit simplement Billy. Cet après-midi-là, Elias observait depuis le bord du corral, les bras croisés, le visage indéchiffrable pas son sculpteur habituel, mais le gardien des instants. « Surveille-le, dit-il à Ruth, qu'il avait rejoint sans un mot. « Il va bien, répondit-elle. Ils restèrent ensemble, silencieux, près de la porte qui ne s'était pas ouverte depuis des années. À l'intérieur, la dernière sculpture de Pet, un cheval à mi-course, élancé, vivant reposait devant la porte close de Noah, telle une offrande silencieuse. Plus tard, Noah entra dans le hangar, ses doigts effleurant les selles poussiéreuses et les étriers rouillés. À moitié cachée sur une étagère se trouvait une flûte en bois brut, dont la surface avait été polie par d'innombrables mains. Il tendit la main, marqua une pause et se retira. La nuit tomba à nouveau. Ruth était assise sur les marches, son panier à tricot à côté d'elle, fredonnant une berceuse espagnole aux notes de lavande et d'herbes fraîchement coupées. Derrière la porte moustiquaire, Noah restait dans l'ombre, laissant la mélodie l'envelopper comme une fumée. Il ne fit aucun geste pour la rejoindre, ne posa aucune question mais pour la première fois depuis son arrivée, ses épaules se détendirent. Une dernière humidité persistait sur les premières planches, et les gonds gémissaient doucement sous le souvenir de la pluie de la veille. Les nuages descendaient bas, hésitant à s'éloigner où aucun vent ne les emportait, juste un silence qui enveloppait les champs, comme si le monde, lui aussi, avait reçu l'ordre de rester immobile. Dans l'aube grise, Ruth remplit une bassine en fer blanc d'eau chaude. Noah entra de nouveau, pieds nus, les bras croisés, de cette manière familière et réservée. Elle ne dit rien, s'écarta simplement, offrant à nouveau la bassine. Et il s'avança. Elle désigna son t-shirt du menton. « Laisse-le là et entre. » Il hésita, elle ne le poussa pas. Après un instant de silence, il avança lentement. Le t-shirt glissa sans bruit, et il entra dans la baignoire, le métal craquant légèrement sous son poids. Elle resta silencieuse au début. Trempant un chiffon dans l'eau, elle l'essora de ses mains expertes. Lorsqu'elle arriva derrière lui et vit les bleus légers maintenant, jaunis sur les bords comme des fruits avariés où ses mains s'immobilisèrent en plein vol. Une marque diagonale près de ses côtes, l'ombre d'une ancienne éraflure, en disait long. Elle ne demanda pas d'où il venait, ce n'était pas nécessaire. Ruth commença à le laver par petits gestes fermes, efficaces, sans douceur, mais sans punition. Quand elle eut terminé, elle le sécha rapidement, puis prit une petite boîte sur l'étagère et versa un baume pâle sur ses doigts. Elle le lui frotta sur le dos en exerçant une pression constante. « Ça empêchera la peau de se tendre, dit-elle. Il ne faut pas qu'elle tire plus tard. » Noah ne broncha pas, mais il ne dit rien non plus. « La prochaine fois, fais-le toi-même, » ajouta-t-elle doucement. « Personne ne te lavera le dos à 12 ans. » Elle lui tendit une chemise propre. Il l'enfila, silencieux comme le ciel cet après-midi-là. Annibelle arriva dans un chariot rempli de caisses de livres. C'était une femme étroite, à la posture impeccable, portant d'épaisses lunettes et une voix capable de faire taire les enfants à 6 mètres de distance. Elle salua Ruth d'un bref signe de tête et se dirigea droit vers la salle annexe où il donnait cours. Noah était assis en tailleur au fond, un crayon à la main, les yeux scrutant les dessins d'un abécédaire illustré sur les chevaux. Il ne leva pas les yeux lorsqu'Annie entra. Posant une pile de livres sur la table, Annie commença à écrire au tableau. La leçon était méthodique, comme quelqu'un qui règle une horloge. De temps à autre, elle jetait un coup d'œil à Noah. Il ne parlait jamais, mais ses dessins étaient exacts, chevaux au galop, brides tendues, sabots rentrés, sans ombre, sans arrière-plan, juste une précision de trait après trait, comme s'il se remémorait quelque chose d'ancien plutôt que de l'imaginer. Après le cours, elle s'accroupit à côté de lui et tapota légèrement le papier. « Tu vois des détails que la plupart des enfants ne voient pas, » dit-elle. Noah garda les yeux baissés, elle n'insista pas. Elle hocha simplement la tête et ajouta, « Continue à dessiner. » Plus tard, Mira Dawson passa à pied, un cartable sur l'épaule et une épaisse tresse lui tombant dans le dos. Elle fit signe à Ruth, puis sortit sur le porche où Noah était assis, un cheval en bois sculpté sur les genoux. Sans demander son avis, elle s'assit à côté de lui et ouvrit son cartable pour en sortir un livre à la couverture de tissu usé. Le garçon et le roi de la lune, disait le titre. Le nom de l'auteur était inscrit dans un coin, James A. Dawson. Mon père me le lisait quand j'avais ton âge, dit-elle. Il sautait toujours les passages tristes, mais je les ai relus moi-même plus tard. Noah ne le prit pas.
Elle le posa à côté de lui, en prenant soin de ne pas lui toucher la main. Tout le monde a besoin d'une histoire qui lui appartient, dit-elle en se levant. Même si elle commence tristement. Dehors, près de la clôture, Billy s'attaquait à un nœud tenace en marmonnant. Ces nœuds stupides, plus serrés que le portefeuille d'un banquier. Noah se tenait à proximité, silencieux, observant. Billy leva les yeux en plissant les yeux. « Tu vas juste me fixer, ou tu vas m'aider ? Tu te sens moins idiot. » Noah s'avança et se pencha pour inspecter le nœud. Il ne dit rien, mais ses mains s'agitèrent rapidement, desserrant la corde de 2 coups secs. Billy cligna des yeux. Bon sang. Il fouilla dans sa poche et en sortit un petit objet, une simple flûte en bois lisse, au trou pour les doigts bien sculptés. Elle paraissait vieille, usée, mais pas cassée. « Ne t'inquiète pas si ça fait le bruit d'un canard mourant, » dit Billy en riant. « On ne s'améliore que si on n'abandonne pas. » Noah la prit, mais ne la porta pas à ses lèvres. Billy lui donna une petite tape sur l'épaule. « Tu n'es pas obligé de jouer maintenant, sache juste que tu peux. » Ce soir-là, le soleil baissait derrière l'eucalyptus, près du pâturage. Son tronc était blanc-gris, lisse et d'apparence froide, même en été, ses branches s'étendaient comme des bras à moitié levés vers le ciel. Elias se tenait en dessous, les mains dans les poches de son manteau. Noé arriva derrière lui, hésitant à l'interrompre. Elias parla le premier, les yeux toujours fixés sur l'arbre. « Elle y grimpait chaque été, dit-il. Elle ne redescendait pas avant que je ne la soudoie avec une tarte. » Noah ne dit rien. Elias inclina légèrement la tête. Elle avait 10 ans quand elle est morte, la fièvre l'a emportée en moins de 2 jours. Un silence profond régnait entre eux, sans être gêné. « Je ne t'ai pas amené ici pour la remplacer, dit Elias. Noah leva les yeux. « Mais je ne t'ai pas non plus amené ici pour oublier. » Ils restèrent immobiles un moment avant de se retourner vers la maison, l'arbre projetant de longues ombres derrière eux. Cette nuit-là, Noah était assis sur son lit, la flûte posée à côté du cheval de bois. Il la prit, la retourna une fois, puis la reposa. Il n'essaya pas de jouer. Au lieu de cela, il prit le livre que Mira lui avait donné, l'ouvrit à la première page et traça le titre du doigt comme s'il était sacré, Le Garçon et le Roi Lune. La fenêtre était ouverte, la brise apportait un parfum d'eucalyptus et quelque chose de chaud du pain de maïs, peut-être, ou de la laine propre. Il s'allongea, les yeux rivés au plafond, et murmura un mot entre ses dents une seule fois. Histoire. Puis il ferma les yeux. Le premier signe que quelque chose n'allait pas apparut sur la place du marché du vendredi, un rythme habituellement prévisible et tranquille, imprégné de l'odeur du pain frais et de la poussière de la route. Mais ce matin-là, il arriva avec le bruit sec des bottes cirées et le sillage surodorant des ennuis. Vêtue de soie, Lorraine Bennett descendit du chariot telle une actrice montant en scène. Sa robe était couleur cerise mûre, serrée à la taille, et son chapeau trop grand pour être pratique. Silas Tran se tenait à côté d'elle, vêtu d'un manteau noir sur mesure qu'il n'avait pas mérité, arborant un sourire narquois qui n'avait jamais connu la sincérité. Ensemble, ils formaient un duo qu'on entendait venir même quand ils ne parlaient pas. Maggie O'Hara leva les yeux de derrière le comptoir de sa boutique au moment où Lorraine entrait, tout sourire et regards amusés. « Eh bien, regardez cette petite ville, encore figée dans le temps. » La voix de Lorraine était rauque. Maggie ne répondit pas tout de suite, elle posa une caisse de bocaux par terre, s'essuya les mains sur son tablier et fit le tour du comptoir. « Que cherchez-vous, Lorraine » demanda-t-elle d'un ton neutre. « Oh, rien de particulier » répondit Lorraine, son sourire se crispant. « Je passais juste par là, je voulais voir qui était encore là. » Maggie croisa les bras. Ce magasin ne vend pas aux inconnus qui ne sourient qu'avec la bouche. L'espace d'un instant, la pièce se figea. Silas parut amusé. Lorraine cligna des yeux, puis pencha la tête. « Tu as toujours été bizarre, Maggie, et tu as toujours eu un mauvais timing. » Maggie rétorqua, « Les nouvelles vont vite dans les petites villes, plus vite que les chariots, plus vite que les mensonges. » Avant la fin de l'heure, quelqu'un murmura le mauvais nom à la mauvaise oreille. L'expression de Silas s'accentua. « Red Rock, dit-il. » Lorraine haussa un sourcil. « Tu penses à ce que je pense ? » « Je pense qu'un vieux riche n'adopte pas un garçon gratuitement, » répondit-elle. Le lendemain matin, Red Rock fut réveillé par le bruit des sabots sur la route principale. Le shérif Albert Monroe arriva le premier au grand et bedonnant, avec un badge plus brillant que sa colonne vertébrale. Il avait servi le comté pendant près de 20 ans,
rédigeant principalement des contraventions pour les agriculteurs ivres et arbitrant des litiges de clôture. Ses bottes heurtèrent le sol avec hésitation, et le papier qu'il tenait à la main tremblait légèrement au vent. Quelques pas derrière lui arrivait Brenda Leeds, vêtue d'un manteau vert pâle qui ne masquait en rien la poussière de la route. Son regard était fixé droit devant. Brenda avait travaillé au bureau social du comté juste assez longtemps pour oublier pourquoi elle avait accepté ce poste. Le badge sur la poche de son manteau indiquait « représentante de la protection de l'enfance », mais l'étincelle dans ses yeux trahissait la rapidité plutôt que l'empathie. Pour elle, les papiers étaient des preuves, les gens n'étaient que des détails. Elias se tenait sur le porche, silencieux, attendant. « Elias Monroe », dit-il en s'éclaircissant la gorge. « Nous avons reçu une demande de tutelle légale de la part de la belle-mère du garçon. » Brenda s'avança. « Nous avons des documents officiels déposés dans le comté de Sanderson. S'il a été retiré sans consentement ?» »« Il n'a pas été retiré, » interrompit Elias. Il resta là, comme si cela pouvait effacer le lien de garde qu'il détenait encore. Brenda, les bras croisés, insista pour que Ruth s'efface derrière Elias, sa posture le mettant au défi de la défier. Elias la regarda froidement. « Nous ne sommes pas là pour des plaisanteries, » dit-il. « Tu es là parce que quelqu'un a payé pour faire du bruit. » Le silence s'installa sur eux, tel un poids trop lourd pour être soulevé par de simples conversations. Brenda semblait prête à parler, mais Elias ne laissa aucune ouverture. Il se tourna plutôt vers Ruth, la voix posée, « Si vous voulez voir le garçon, sachez qu'il n'est pas sa propriété. » Il choisit à qui il parle. Près des écuries, Noah les avait déjà repérés de loin. La silhouette de Lorraine se découpait dans la lumière crépusculaire, sa robe rouge était reconnaissable entre toutes, sa posture royale, comme si l'exil l'avait couronnée d'une majesté solitaire. Il n'hésita pas. Se glissant entre les poteaux de la clôture, il entra dans la grange par le portail ouvert et s'accroupit derrière une stalle où l'odeur du foin frais était la plus forte. Il serrait son mouchoir à deux mains si fort que les lettres brodées se froissaient sous sa pression. Des pas approchaient, mais ils ne résonnaient pas avec la précision des talons de Lorraine. C'était Ruth. Elle s'installa sur la paille à côté de lui, les mains posées délicatement sur ses genoux. Ils restèrent assis ensemble, sans un mot, partageant le silence de la grange. Après un long moment, elle proposa doucement, « Tu veux que je leur dise que tu n'es pas là ?» Les épaules de Noah se raidirent, mais il garda le silence, le souffle court. « Personne n'écoute, » murmura Ruth, sa voix à peine plus forte que le bourdonnement des mouches dans les combles. « Les gens comme ça, ils élèvent la voix parce qu'ils ont peur. » Noah la regarda. « Personne ne te touche tant que je respire, » ajouta-t-elle, le regardant dans les yeux avec une conviction silencieuse. C'est toute l'histoire. Il hocha la tête, un petit geste qui exprimait tout son ressentiment. Dehors, Silas s'appuyait contre le portail, la poussière tourbillonnant autour de lui à chaque fois qu'Elias s'approchait. Il salua Elias d'un mince sourire qui n'atteignit aucun de ses yeux. « Quel attroupement vous avez amené ?» remarqua-t-il en examinant la grange et son unique occupant. « Quel scandale pour un seul garçon !» La réponse d'Elias fut calme mais ferme. « Que recherchez-vous chez cet enfant ?» Le sourire de Silas s'élargit, comme s'il nourrissait un amusement secret. « Nous sommes inquiets et il fait partie de la famille, voyez-vous. » Il marqua une pause, comme s'il attendait. Puis ajouta, il était sans réponse. Ses sourcils se levèrent. Elias haussa les épaules. La vérité ne demande pas toujours la permission. Lorraine s'avança d'une voix mielleuse mais sèche. Nous voulons simplement veiller à son bien-être, entonna-t-elle. Elias s'approcha, sans se presser. Vous l'avez laissé sur la route, dit-il. Le sourire de Lorraine vacilla, hésitant. C'est votre version. Non, c'est la sienne, répondit Elias, les yeux rivés sur Lorraine. Et je le crois. Brenda se déplaça à côté de lui, son expertise juridique s'étiolant sous la chaleur de l'après-midi. Le shérif Monroe tambourinait des doigts sur son étui, aspirant à un autre endroit. Silas soupira, exaspéré. Eh bien, les papiers sont classés. Je suis sûr qu'il y en aura d'autres. La réponse d'Elias était un défi discret, la prochaine fois, apportez plus que des mots. Apportez des faits. Le vent se leva, emportant des volutes de feuilles le long de la clôture. Les portes de la grange grinçaient, laissant passer des lueurs pâles. Non loin de là, Pet était assis à tailler du bois près de la remise à outils, les yeux plissés de contemplation. Tandis que Ruth passait, revenant des écuries, il murmura,
juste assez fort, ils vont essayer quelque chose. Ruth ne s'arrêta pas, alors il ferait mieux d'essayer plus que ça, répondit-elle, avant de poursuivre. Dans la grange, Noé grimpa dans le grenier à foin, le mouchoir noué toujours serré contre lui. Il ne pleura ni ne dit mot. Mais plus tard dans la nuit, lorsque les lumières de la maison principale s'éteignirent une à une, il sortit sa flûte pour la toute première fois. Soufflant dedans, il tira de son corps de bois un son tordu et tremblant au plus un souffle qu'une mélodie. Il persista, encore et encore, jusqu'à ce que l'air nocturne imprégné de l'odeur des chevaux et de la poussière porte une note qui n'était plus le silence, bien que ce ne fût pas encore de la musique. Cet après-midi-là, le ciel sembla s'arrêter, retenant son souffle dans cette immensité si familière aux horizons occidentaux. La poussière de la route persistait, instable, tandis que les fleurs de lavande dans la jardinière de Ruth mêlaient leur parfum à celui du foin humide et d'un élément métallique, comme si une tempête avait changé d'avis. Ruth descendait la rue principale d'Elk Bend, gravillonnée, avec une tension dans sa démarche que même les pierres mouvantes percevaient. Elle s'arrêta devant un fleuriste défraîchi, dont la peinture s'écaillait comme du vieux parchemin et dont un carillon avant tordu tintait près de la porte. À l'intérieur, Clarabelle disposait des lys blancs de ceux qui expriment la dévotion avec une élégance silencieuse. « Je n'arrive toujours pas à croire qu'ils aient eu le culot de revenir, » murmura Clara sans lever les yeux. Ruth ne répondit pas, ses doigts parcourant le grain usé du comptoir. « Tu te souviens du jour où tu as demandé du travail » dit Clara d'une voix basse. Ruth hocha la tête. Clara rit, amère. « J'avais dit que cet endroit n'avait pas besoin d'une autre femme fatiguée aux mains calleuses. » Ces mots résonnèrent comme des pierres. Le visage de Ruth resta impassible un instant, puis se figea avec une résolution tranquille. Derrière eux, quelqu'un s'éclaircit la gorge. Myra Dawson se tenait dans l'embrasure de la porte, un livre sous le bras, les sourcils froncés. « J'ai tout entendu, dit-elle. Clara commença à protester, mais Myra se tourna vers Ruth. « C'est la femme qui l'a quittée, déclara-t-elle sans détour. Ruth hocha la tête. Elle n'est pas seulement méchante, elle est dangereuse. Sans un mot, Myra ressortit, carnet à la main. Plus tard, à la lisière du pâturage sud, Billy s'appuya sur la barrière tandis que le ciel rosissait. La semaine dernière, j'ai trouvé Noah dans le champ pendant un orage, dit-il à voix basse. Il était seul là, jusqu'à ce que quelqu'un pose son manteau sur un chiot errant trempé jusqu'aux os. Il secoua la tête et sourit. Il n'a pas dit un mot. Il a juste gardé ce chien au sec. Dans la minuscule bibliothèque de Red Rock, qui faisait également office d'école, Hannibal alluma une lampe à huile et commença une lettre à son bureau. Cher juge Dawson. Certaines blessures ne transpercent pas la peau, elles se cachent dans le silence, comme un enfant qui refuse de s'asseoir dos à la porte. J'en ai vu suffisamment pour connaître les dommages causés par un tel silence. Veuillez venir avant que quelqu'un ne signe une erreur irréparable. Elle la scella à la cire, la laissant près de la fenêtre pour le cavalier suivant. Au magasin de Maggie, la cloche sonna brusquement lorsque Ruth entra. Maggie lui glissa une enveloppe pliée dans la main. Arrivé la semaine dernière. Pas d'adresse de retour, mais je connais ce parfum, on ne le porte que quand on se sent surveillé. Ruth déplia la lettre, un enchevêtrement venimeux de demi-vérité, d'accusations tordues autour du nom d'Elias. La voix de Maggie était douce dans le silence des écuries. Elle l'envoie partout, essayant de le faire passer pour un collectionneur. Ruth replia la lettre avec un soin méticuleux, sa bouche ayant un goût de fer. Non loin de là, Pet affûtait un sabot, un bruit de sable sur la pierre. Noah brossait une jument en silence. Pet l'observa un instant, puis demanda doucement, « As-tu déjà remarqué que le vent a une odeur différente selon les endroits ?» Noah marqua une pause. Pet sourit doucement. « Ça veut dire que la terre parle. D'où tu viens, ça sentait peut-être l'eau du ruisseau ou les oranges. Ici, ça sent la poussière, le foin et les clous de fer. Tu n'as pas besoin de te souvenir d'où tu viens, fiston, aussi tu peux respirer ici, cet endroit peut te suffire. » Noah hocha la tête une fois. Ce soir-là, Myra entra dans le bureau de son père sans frapper. « D'habitude, tu t'annonces avant de prendre d'assaut mon château, » le réprimanda le juge Dawson. Myra déposa un dossier devant lui. Des déclarations sous serment, des témoignages de première main. Elle ment ce qu'elle a dit à Clara, ce qu'elle a essayé de faire à Ruth. Maggie m'a montré la lettre, cette femme ne veut pas d'enfant, elle veut une réputation. Les sourcils de Dawson se froncèrent tandis qu'il feuilletait les pages. C'est la belle-mère de Noah, lui rappela doucement Myra.
j'ai des histoires des vrais qui n'ont pas besoin de signature. Il soutint son regard fixe, nul besoin de mots. Ce soir-là, dans la maison principale, Ruth était assise à la table de la cuisine, tricotant. Le tic-tac de l'horloge était lent et bruyant. Quelque part au-delà des murs, le vent tournait à nouveau. Dans le couloir, Noah s'attardait, la main sur la poignée de porte, hésitant à entrer. Et quelque part dans le comté, une enveloppe se dirigeait vers un palais de justice, portant non seulement un nom, mais aussi la vérité. Au matin, le vent était incessant, soulevant les sacs de fourrage en spirales incessantes. Red Rock ne craquait pas sous son poids, le ranch continuait de respirer, aussi ferme qu'une maison solide quand les ennuis passent. Dans le salon dégagé, le docteur Wendell Hughes arriva juste après le petit déjeuner, un sac en cuir à la main. Sa présence était discrète mais immense, comme si la certitude pouvait emplir la pièce. Noah était assis sur le canapé, les jambes pendantes, essayant d'occuper le moins d'espace possible. Elias se tenait près de la fenêtre, les bras croisés. Hugues sortit une lampe stylo. « Puis-je » demanda-t-il. Noah hésita, puis hocha la tête. Le médecin s'accroupit, dirigeant la lumière vers chaque œil. « Suivez mon doigt » ordonna-t-il. Noah obéit. « Maintenant, je vais vous tapoter le genou une seule fois, ça vous va ?» Un autre hochement de tête. Le réflexe ne se déclencha dans aucune des jambes. Hugues marqua une pause, observa le garçon, puis prit la parole. « Avez-vous déjà reçu quelque chose à boire qui vous a donné sommeil ou des vertiges ?» Noah détourna les yeux, la gorge serrée, mais il ne répondit pas, il cligna simplement 3 fois rapidement des yeux. Hugues n'insista pas davantage. Il récupéra un carnet usé, tourna les pages jusqu'à marquer une pause au milieu du volume, soulignant un passage du doigt. « Même présentation qu'accordait Laos, il y a 7 ans, murmura-t-il en refermant le livre avec un claquement sec. Elias se tourna vers lui. « Vous avez déjà vu ça ?» Hugues inclina la tête. Un réseau d'adoption illégale près de Larkspur, on administre des sédatifs aux enfants avant les réunions pour les faire taire. Certains ont mis des années à s'en remettre. D'une voix basse, Elias demanda, « Perte de réflexe profond ? Altération de la réponse pupillaire ? Tremblement nocturne ?» Hugues soutint son regard. Tous présents. Il s'assit sur une chaise et rédigea un rapport dans un langage précis, prêt à être entendu au tribunal. Au bas du texte, d'une écriture plus souple, il ajouta, « Un garçon de cet âge ne perd pas ses réflexes sans aide. » Et elle tendit les pages à Elias, qui les lut 2 fois avant de les replier. « Personne ne devrait être contraint au silence avec une bouteille, » murmura Elias. Hugues lui offrit un exemplaire relié en cuir du carnet. « Les gens aiment parler, dit-il, mais ils écoutent rarement. Le papier n'interrompt pas, il parle quand les gens ne veulent pas. » Cet après-midi-là, Elias trouva Noah sous un jeune pacanier dans le verger, la flûte posée sur ses genoux. L'air était chaud, la lumière filtrait à travers les feuilles. Noah leva les yeux mais ne dit rien. Elias s'assit à côté de lui, partageant le silence. Entre eux, une nouvelle compréhension naquit, fragile mais inébranlable, portée par le même vent impétueux qui avait soulevé la poussière sur les barreaux de la clôture. Il ne jouait pas, il tenait simplement la flûte, ses doigts flottant au-dessus des trous sans appuyer. Elias s'approcha de lui en silence et s'assit à côté de lui. Aucun des deux ne parla pendant de longs instants, le regard perdu dans le vide. Finalement, Elias rompit le silence. « Je pensais que la perte arrivait comme une tempête, forte, rapide, facile à repérer. » Noah lui jeta un coup d'œil, mais Elias poursuivit sans s'arrêter. « Ça ne se produit pas. Ça se glisse, ça apparaît du coin de l'œil, on le ressent plus intensément quand personne ne regarde. » Noah se déplaça, rapprochant ses genoux. Elias inspira lentement. « J'ai eu une fille. » Sa voix s'adoucit sous le poids du souvenir. « Il y a 12 ans. Elle adorait la tarte aux pommes, détestait les maths et essayait toujours de cacher ses bulletins dans la pile de bois. » Un léger son s'échappa des lèvres de Noah, ou peut-être son souffle coupé. Elias parvint à esquisser un léger sourire. « Elle est tombée malade. Personne ne pouvait rien y faire. Pendant longtemps, j'ai cru que le pire était de la perdre. » Il baissa les yeux vers la terre sèche sous ses bottes. Mais le pire, c'était de n'avoir plus personne à qui raconter ses histoires. Noah fixait le sol, traçant les fissures du regard. Il murmura, « Mon père fredonnait quand il brossait les chevaux. » Il leva le menton suffisamment pour qu'Elias le voie. Il portait toujours des bottes, même à l'intérieur.
Il disait que les chaussettes étaient pour les banquiers. Elias rit doucement. Encouragé, Noah poursuivit, il avait un mouchoir rouge dans sa poche arrière. Il disait que les vrais hommes se fichent de l'ancienneté des choses, seulement de leur authenticité. Elias fouilla dans son manteau et en sortit un petit carré de tissu plié. Il n'était pas rouge, mais la couture d'un coin était décolorée, mais lisible. « Il est à toi, dit-il doucement. Tu l'as laissé tomber quand on t'a laissé. Je l'ai gardé, au cas où tu le voudrais un jour. » Noah accepta le mouchoir à deux mains, les doigts légèrement tremblants. Il le serra un instant contre lui avant de le plier délicatement et de le glisser dans sa poche. Puis, d'une voix basse et incertaine, il demanda « Est-ce qu'elle te manque un jour ?» Elias se tourna vers lui, le regard fixe. On ne cesse pas de manquer. Mais on cesse d'avoir peur des disparus. Sur ce, le silence les enveloppa à nouveau aux différents maintenant, comme si quelque chose d'essentiel avait été partagé, qu'aucun des deux n'avait besoin d'exprimer. La flûte reposait sur les genoux de Noé. Ses doigts glissaient vers les trous, mais il ne jouait pas, du moins pas encore. Autour d'eux, le vent soufflait dans les arbres, son murmure rythmique semblant presque une promesse de commencement. Le jour de l'audience arriva, sec et silencieux. La mairie d'Elk Bend, un bâtiment rouge délavé, bordé de blanc, dont la cloche était inactive depuis une décennie, débordait désormais de visages impatients. Voisins, éleveurs, enseignants, curieux, ils emplissaient chaque craquement du vieux parquet, leurs bottes soulevant de petits nuages de poussière mêlés de doute, de loyauté et d'espoir. Lorraine entra dans une robe de velours couleur lit de vin, dont le tissu était trop fin pour la poussière du comté, et son parfum annonçait sa présence avant même qu'elle n'atteigne son siège. Silas la suivit, une main posée possessivement dans le bas de ses reins, dans une posture mi-fierté, mi-prédatrice. Ils s'installèrent tels des rois sur un trône qu'ils craignaient de voir s'écrouler. À l'avant, le juge Dawson examina la salle avec une autorité calme et tranchante. Sans pompe, il dit simplement « Commencez ». Brenda Leeds se leva la première, d'une voix douce et posée. Elle distribua des dossiers estampillés, évaluation des risques psychologiques, et s'exprima avec l'assurance de quelqu'un qui se fiait davantage au papier qu'à sa mémoire. L'enfant présente des signes de dissociation, silence prolongé, confusion d'attachement. De tels comportements correspondent à des environnements perturbés. Nous pensons qu'il est plus en sécurité auprès de son dernier tuteur légal connu. Des murmures parcoururent la foule comme le vent dans l'herbe sèche. Puis le docteur Wendell Hughes s'avança, sans dossier à la main, juste un rapport manuscrit et une présence indéniable qui fit se redresser tout le monde. « J'ai examiné le garçon, dit-il d'un ton ferme, malgré la conviction qui brûlait dans ses yeux. Ces symptômes ne sont pas uniquement dus à un traumatisme émotionnel, ils sont d'ordre pharmacologique. Réponse pupillaire, test de réflexe, preuve évidente de la présence de sédatifs dans son organisme. » Il remit son rapport au juge. Aucun enfant en bonne santé ne perd naturellement ses réflexes ostéotendineux. Brenda ouvrit la bouche pour protester, mais Hugh leva la main. De tels symptômes ne peuvent pas apparaître par hasard. Le silence retomba, lourd et plein d'attente. Mira se leva ensuite, non pas en tant qu'avocate, mais en tant que personne qui s'était préparée chaque jour pour arriver à ce moment. « Je demande à témoigner. » Lorraine ricana en murmurant, « Elle n'est pas sur le rôle. » Le juge lui jeta à peine un coup d'œil. « Continuez. » Mira s'avança dans l'allée. « J'ai visité la maison des Bennett une fois, » commença-t-elle. « J'ai vu Lorraine gifler le garçon si fort qu'il a chancelé. Personne n'a réagi, même pas quand j'ai haleté. » Ces mots résonnèrent comme du verre brisé. Le visage de Lorraine se durcit. « C'est de la calomnie, » siffla-t-elle, mais sa voix tremblait. Puis, contre toute attente, Noah se leva. Il descendit l'allée, chaque petit pas résonnant dans la pièce silencieuse, et tendit un carnet relié en tissu. Le cadeau de Ruth. Le juge l'accepta et l'ouvrit pour révéler page après page des croquis, des ecchymoses sur les bras, des dates et des lieux, des bribes de cruauté entendues. Les contours d'une grange, la main levée d'une mère, un garçon accroupi, effrayé. Une phrase a attiré tous les regards, elle a dit que je ne méritais pas le sucre qu'il faudrait pour m'adoucir. Elias posa une main ferme et chaleureuse sur l'épaule de Noé. Le garçon, si petit, si vulnérable, resta immobile. De l'autre côté de la pièce, Lorraine rit d'un rire sec et creux. C'est pathétique, ricana-t-elle. Pourtant, avant que Silas puisse prendre sa défense, un huissier le frappa sévèrement. « Asseyez-vous, monsieur. » Une femme au deuxième rang se leva. « Je le connais, dit-elle.
c'est Silas Tran inculpé pour fraude dans le comté de Carson, escroquerie à l'assurance, et absentéisme judiciaire en 1989. Le murmure de la foule se transforma en rugissement. Le juge Dawson frappa doucement de son marteau. « Je vous suggère de vous taire tous les deux. » Sa voix était calme comme du granit. Le sourire narquois de Lorraine s'estompa. « Ce garçon ne mérite pas ce cirque, » cracha T.L. Le juge se pencha en avant. « Mais vous, si. » Finalement, il se tourna vers Noah. « J'en ai assez lu. J'en ai assez vu. » La plume griffa le décret de garde avec une rapidité fulgurante. Tutelle permanente accordée à Elias Granger. Pas d'acclamation, pas d'applaudissements, juste un soupir collectif, comme si le comté tout entier avait retenu son souffle. Dehors, l'air était différent, plus clair, purifié par la libération de ce qui pesait sur le cœur de chacun. Elias et Noah sortirent ensemble, le mouchoir rouge dépassant de la poche du garçon comme un petit drapeau provocateur. Le vent soulevait la poussière à leurs pieds, emportant avec lui non pas un souvenir, ni une cicatrice, mais un nom prononcé sans peur. Il fouilla dans la poche de son manteau et en sortit une fine bande de cuir, taillée à la main, rigide et tachée. 3 mots, gravés dans le cuir, brillaient de promesses, Ngwakwa Red Rock. Il la glissa dans la main de Noah sans cérémonie. « Tu n'es pas obligé de la porter, dit-il doucement, ne l'oublie jamais. » Quelques instants plus tard, Pet apparut aussi silencieusement qu'une ombre. Il glissa un objet frais et lisse dans la paume de Noah, un couteau de poche usé par les intempéries, dont la lame était émoussée par le temps. « Ne t'en sers pas pour te battre, avertit Pet à voix basse. Sers-toi-en pour marquer ce qui compte. » Ce soir-là, après le dîner, Noah s'installa au petit bureau de sa chambre. Le doux halo doré de la lampe se reflétait sur le plateau, tandis que, derrière la fenêtre, le calme paisible de Red Rock murmurait autour de lui, des bottes sur les marches du porche, l'aboiement d'un chien solitaire, le vent qui soufflait sous les combles. Il prit un crayon, d'un pas assuré malgré son cœur battant, et écrivit sur une feuille blanche, Noah Bennett Granger. Puis, plus lentement, il réécrivit. Pliant soigneusement la page, il la glissa sous son oreiller. Plus tard, Elias découvrit le mot. Il le lut en silence, effleurant du doigt la signature soigneusement rédigée. Il replia le papier en un carré plus serré et le glissa dans la poche intérieure de sa veste. Ce soir-là, il se glissa jusqu'au garde-manger, déchira un carré du calendrier le 4 juin et l'épingla au-dessus des crochets où étaient accrochés les tabliers. Dans un coin, il griffonna un seul mot, commencer. Sous la courte pointe en patchwork du grenier de la grange, brodée d'histoires dont seule Ruth se souvenait, Noah était allongé sur les planches rugueuses. Le doux murmure du vent se glissait à travers les interstices, et il ferma les yeux. Pas peur, murmura-t-il dans l'obscurité. Pas incertain. Juste calme. Je m'appelle Noah. Pour la première fois, il sentit que c'était le sien. Au cours de l'été, le ciel au-dessus de Red Rock, après avoir dégelé, s'est transformé en promesse. La pluie a ramolli la terre en une argile malléable, et chaque clou enfoncé dans les planches fraîches résonnait comme un battement de tambour annonçant un nouveau départ, ni guérison ni oubli, mais croissance. Elias, Ruth et Mira se sont rassemblés sous le bosquet de pacaniers, des plans étalés sur la plateforme d'un vieux chariot. La lumière du matin filtrait à travers les feuilles comme des vitraux tandis qu'ils parlaient à voix basse, parfois en léger désaccord, mais toujours en revenant à un objectif commun, une nouvelle aile de cabane, de la place pour plus d'enfants. Pas seulement un toit au-dessus de leur tête, mais un lieu d'appartenance. Ruth traça un point sur la carte. « Il nous faudra une conduite de pompage séparée, dit-elle, on ne peut pas tous les faire puiser au même puits. » Mira hocha la tête, remarquant le changement, et ajouta, « Il nous faut plus de lampes pour la nuit. Aucun enfant ne devrait s'endormir dans l'obscurité, sauf s'il le souhaite. » Elias, le regard fixé vers la crête lointaine, murmura, « On l'appellera la maison du Sud. » Ce soir-là, le martèlement commença. Billy, les manches retroussées, aboyait des instructions à 3 adolescents, riant chaque fois qu'ils se retrouvaient avec plus de sueur dans les cheveux que par terre. Le temps que les murs de la première cabane se dressent fièrement, 6 enfants étaient arrivés d'Elk Bend et de Father. Ils se déplaçaient comme des cerfs méfiants et silencieux, ne tenant rien d'autre que des paquets de tissus et des noms incertains. Ruth les accueillit tous à la porte, sans les embrasser ni leur poser de questions. Elle leur tendit simplement un savon et une serviette, et les guida à l'intérieur, par ici. Toute la semaine, Pet resta assis dans la remise à outils, sculptant sans cesse une seule et même figure, un cheval pris au dépourvu, une pour chaque enfant.
Il ne les peignait ni ne les emballait jamais. Chaque matin, une nouvelle sculpture reposait sur un oreiller, la peau marquée du nom choisi par l'enfant. Maggie arriva ensuite, son tablier saupoudré de farine et une boîte de pain à la cannelle sous le bras. « Ils mangeront », dit-elle avec un sourire nerveux. Clarabelle la suivit, portant des soucis, de la menthe et des phlox rampant dans des pots remplis de terre. « Les fleurs font respirer un lieu », dit-elle avant de s'agenouiller pour planter. Annibelle commença ses lectures nocturnes à la lueur d'une lanterne. Elle ne choisissait rien de doux ou de simple, elle lisait plutôt Twain, Dickinson, Langston Hughes. Les enfants n'ont pas besoin d'histoires qui les rabaissent, expliqua-t-elle à Ruth. Ils ont besoin d'histoires qui les regardent droit dans les yeux. Les enfants se blottissaient dans les coins ou s'asseyaient à ses pieds, le visage animé d'une attention captivée. Noah observait de loin, surtout Joey, le plus jeune garçon, qui refusait de dormir sans chien. Joey n'en avait pas, juste une poupée en lambeaux. À l'aube, Noah fit sortir Chloé du chenil et la conduisit jusqu'à la couchette de Joey. Le lendemain matin, Joey se réveilla avec des pattes chaudes et un mot, « Chloé ronfle », mais on s'y habitue. Plus tard, lorsque Joey lui demanda comment laver les oreilles d'un chien, Noah s'agenouilla près de lui. « Des mains douces, dit-il, toujours comme si tu écoutais, pas que tu frottais. » Ce soir-là, Ruth était assise à sa table à coudre, achevant la dernière de ses 6 écharpes, une pour chaque enfant. Dans chaque coin, elle brodait un mot. Certaines lettres étaient de travers, d'autres parfaites, mais chacune était enveloppée dans un tissu doux et posée au chevet du lit. Sans même dire de qui elle venait, elle savait qu'elle comprenait. Pete travaillait dans la lumière déclinante, ciseaux et échelle à portée de main. Sur la poutre supérieure de la nouvelle cabane, il gravait « Chaque petite âme mérite d'être nommée ». Lorsque Ruth le trouva, une tasse de thé à la main, elle sourit. « Des paroles vraies », dit Pete en levant sa tasse. Plus vraies que la plupart. Près du corral, Billy regardait 2 garçons apprendre à monter à cheval. L'un tomba, l'autre rit, et ils échangèrent leur place. « Tu tombes, tu te relèves », leur dit Billy. Red Rock a de la poussière, pas de jugement. Tandis que les lanternes s'éteignaient une à une, Noah s'assit à côté de Joey sur le porche du dortoir. Au-dessus d'eux, les étoiles étaient cousues serrées comme des contes sur une vieille courte pointe, et Chloé était allongée entre elles, la queue battante. « Tu crois qu'on va rester longtemps ?» demanda Joey. Noah contempla la nuit. Joey cligna des yeux. Cligna de nouveau des yeux. Pourquoi? Pour que le monde souffre un peu moins. Tard ce soir-là, Ruth passa devant chaque pièce, effleurant les encadrements de porte, vérifiant les écharpes, fermant les fenêtres. Aucun nom ne fut appelé, elle n'avait pas besoin de les appeler. Ils étaient déjà connus. Il y a des enfants qui grandissent sans jamais être appelés par leur vrai nom, non pas celui sur le papier, mais celui porté en présence, en confiance, dans un lieu où ils peuvent revenir. Red Rock n'est pas seulement un refuge pour les abandonnés, mais un rappel vivant que chaque âme, aussi petite soit-elle, mérite d'être vue, commémorée et aimée. Alors je vous le demande, dans cette vie trépidante, avez-vous déjà appelé quelqu'un par son vrai nom, un enfant, un être cher, ou même vous-même? Êtes-vous prêt à être Red Rock pour quelqu'un, ne serait-ce qu'une fois? Et si le temps se gâte, dînez tôt et couchez-vous tôt. Prenez soin de vous, et à la prochaine vidéo.